Bismillah. L'homme se retourna doucement dans son lit, avec un gémissement étouffé. L'infirmière de garde quitta sa table et vint son chevet. Elle arrangea ses oreillers et l'installa dans une position plus confortable. Angus McWhirter ne la remercia que d'un grognement. Il se sentait amer et révolté. Alors qu'il l'était, tout aurait dû être fini. Il aurait dû être délivré de tout ceci. Pourquoi avait-il fallu qu'un arbre poussât bêtement au flanc de cette falaise? Et pourquoi y avait-il des amoureux qui, bravant le froid des nuits d'hiver, se donnaient des rendez-vous au bord de la mer? Sans ces deux imbéciles et sans l'arbre, maintenant tout serait terminé. Un plongeon dans l'eau glacée, une courte lutte peut-être, et puis le néant, la fin d'une vie gâchée, inutile et sans intérêt. Au lieu de cela, où en était-il, stupidement allongé sur un lit d'hôpital, avec une épaule cassée, et la perspective d'être traîné devant les tribunaux pour avoir tenté de mettre fin à ses jours. Ce qui ne rimait à rien, car c'était sa vie à lui, après tout. Et s'il ne s'était pas raté, on l'aurait enterré chrétiennement, en disant qu'il avait agi dans un moment de folie. Un moment de folie. Jamais il n'avait été plus lucide qu'en cet instant, qu'il croyait être le dernier de sa vie. Se tuer. Mais dans sa situation, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux. Aussi vaincu qu'on peut l'être, toujours entre deux maladies, solitaire depuis le départ de sa femme, qu'il avait quittée pour un autre, que pouvait-il attendre de l'existence? Pas de travail, pas d'affection, pas d'argent, pas de santé, pas d'espoir. Le suicide restait la seule solution. Et maintenant, il allait falloir affronter ces poursuites grotesques. Au nom de ses vertus, principes, un magistrat lui donnerait un sévère avertissement, simplement parce qu'il avait cru avoir le droit de faire ce que bon lui semblait, d'une chose qui lui appartenait qui n'était qu'à lui, sa vie. Il grogna de colère. Il se sentait furieux. La nurse revint près de lui. Elle était jeune, avec des cheveux roux et un visage gentil, mais plutôt banal. « Vous souffrez » demanda-t-elle. « Non. Je vais vous donner quelque chose qui vous fera dormir. Je n'en veux pas, mais est-ce que vous vous figurez que je ne peux pas supporter un peu de douleur et une nuit d'insomnie? Le docteur a dit qu'il fallait vous faire prendre un somnifère si... Je me moque de ce que dit le docteur. » Elle refit sa couverture et posa sur la table de chevet un verre de limonade. Il dit un peu honteux. « Pardonnez-moi de vous avoir bousculé. »« Oh, il n'y a pas de mal. » Encore une chose qui agaçait Angus McWhirter. Ses pires accès de mauvaise humeur, elle les supportait d'une âme égale. Indifférence professionnelle. Indulgente par devoir, elle ne réagissait pas. Un malade n'est pas un homme. Il grommela. Ce besoin de toujours s'occuper des gens. « Allons, ce n'est pas très gentil ce que vous dites là. » Elle parlait doucement sur un ton d'amical reproche. « Gentil » fit-il. « Gentil ! Ah là là, vous vous sentirez mieux demain matin. » Il avala sa salive. « Sale infirmière que vous êtes. Vous êtes toutes pareilles, des infirmières. Tout ce qu'on veut, mais pas de cœur. La vérité, voyez-vous, c'est que nous savons ce qui vous convient. Et c'est pour ça que vous êtes exaspérante. Jamais on ne vous fiche la paix. C'est vous, c'est l'hôpital, c'est la terre entière. Il faut qu'on s'occupe de vous. Il faut qu'on vous dise ce qui convient. Savez-vous seulement que j'ai voulu me tuer ?» Elle fit oui d'un mouvement de tête. « Eh bien, reprit-il, que je me jette ou non du haut d'une falaise, ça ne regardait personne. Ma vie était finie. J'étais nettoyé, je m'en allais. » Elle fit entendre un petit claquement de langue plusieurs fois répété. Elle compatissait. C'était un malade, elle était là pour le calmer. Il fallait, puisque ça le soulageait, lui laisser dire ce qu'il avait sur le cœur. « Pourquoi, demanda-t-il, ne me tuerais-je pas si ça me fait plaisir ?» Elle répondit convaincue. « Parce que c'est mal. Et pourquoi est-ce mal ?» Elle le regarda. La réponse lui manquait. Pour elle, la question ne se posait pas. Elle croyait c'était mal, elle le savait, mais elle n'était pas assez instruite pour expliquer pourquoi. « C'est mal, dit-elle enfin, parce que c'est mal. Il faut continuer à vivre, que cela vous plaise ou non. Et pourquoi ça? Mais parce qu'il faut aussi penser aux autres. Pas dans mon cas. Je peux mourir, personne ne s'en portera plus mal. Vous n'avez pas de parents? Une mère, une sœur, personne? Non, j'avais une femme, mais elle est partie. Elle a bien fait. Elle avait compris que je ne valais rien. Mais enfin, vous avez bien des amis. Non, je ne suis pas de ceux qui ont des amis. À une certaine époque de ma vie, nurse, j'ai été heureux. J'avais un emploi intéressant, une jolie femme. C'est un accident d'auto qui a tout gâché. Mon patron conduisait et j'étais dans la voiture. Il m'a demandé de dire qu'il allait à moins de 40 à l'heure au moment de l'accident. Or, il roulait à près de 70. Il n'y a pas eu de victime, mais à cause de l'assurance, il ne voulait pas être dans son tort. Je refusais le faux témoignage, moi je ne mens pas.
Vous avez bien fait, très bien fait même. Vous trouvez? Eh bien, mon entêtement m'a coûté ma place. Mon patron furieux s'est arrangé pour que je m'en retrouve pas une autre. Ma femme s'est fatiguée de me voir traîner à droite et à gauche sans jamais réussir à me faire embaucher. Elle est partie avec un type qui se disait mon ami. Il faisait de bonnes affaires et gagnait de l'argent. Moi, je suis allé à la dérive, dégringolant peu à peu. Je me suis mis à boire, pas beaucoup, mais assez pour que ça ne m'aide pas à obtenir un emploi. Finalement, je suis devenu manœuvre dans une carrière. C'était trop dur pour moi. Ça m'a ruiné la santé et le médecin a déclaré que mes forces ne reviendraient jamais. Alors, à quoi bon vivre? La seule chose à faire, la plus propre, c'était de disparaître. Ma vie ne servait à rien, ni à moi, ni à personne. La petite infirmière murmura. Vous n'en savez rien? Il rit. Il se sentit de meilleure humeur et l'obstination naïve de la nurse l'amusait. Ma chère enfant, demanda-t-il, à qui diable suis-je utile? Elle dit confuse, on ne sait pas, et en tout cas, vous pouvez l'être un jour. Ce jour-là n'arrivera jamais. La prochaine fois, je m'arrangerai pour être sûr de mon coup. Elle secoua la tête avec énergie. Oh non, maintenant, vous ne vous tuerez pas. Et pourquoi non? Parce qu'on ne recommence jamais. Il la regarda, les yeux grands de surprise. On ne recommence jamais. Elle serait donc de ces gens qui vivent parce qu'ils ont manqué leur suicide. Il ouvrit la bouche pour protester, mais son honnêteté naturelle l'en empêcha. Recommencerait-il? En avait-il vraiment l'intention? Il s'aperçut tout à coup qu'il ne recommencerait pas. Un parti qu'il avait pris sans s'en douter et sans savoir pourquoi. Peut-être simplement, comme elle l'avait dit tout à l'heure, du haut de sa connaissance professionnelle, parce qu'on ne recommence pas un suicide manqué. Sans raison, parce que c'est comme ça. Tout de même, elle entendait obtenir d'elle qu'elle reconnut qu'il n'avait pas tort sur le plan théorique. En tout cas, dit-il, vous êtes bien forcé d'admettre que j'ai le droit de faire de ma vie ce que bon me semble. Non, certainement pas. Mais pourquoi, ma chère enfant, pourquoi? Elle rougit, ses doigts jouaient avec la petite croix d'or attachée à la chaînette qu'elle portait au cou. Vous ne pouvez pas comprendre, répondit-elle. Dieu peut avoir besoin de vous. Stupéfait, et bien qu'incapable de se moquer de ses croyances, si enfantines qu'elles fussent, il dit d'une voix ironique. Très bien, je suppose qu'un de ces 4 matins, j'arrêterai un cheval emballé, sauvant ainsi de la mort à une enfant à blonde chevelure, c'est bien ça? Elle secoua la tête et dit, essayant d'exprimer des choses qu'elle sentait nettement, mais qu'elle avait peine à traduire avec des mots. Ce sera peut-être beaucoup plus simple. Il se peut qu'il suffise que vous soyez là. Vous ne ferez rien, mais vous vous trouverez à un certain moment, à un certain endroit. Je m'explique mal, n'est-ce pas? Il est possible que vous soyez en train de vous promener, et parce que vous serez passé dans la rue juste à cette minute-là, vous aurez fait quelque chose de terriblement important. Et peut-être ne le saurez-vous même pas. La petite infirmière rousse venait de la côte ouest de l'Écosse, et dans sa famille, on avait parfois le don de double vue. Peut-être voyait-elle confusément, avec les yeux de l'esprit, l'image d'un homme debout près de la mer, par une nuit de septembre, et sauvant par là d'une mort affreuse une existence humaine. Il n'y avait qu'une personne dans la chambre, et le seul bruit qu'un témoin aurait pu entendre, c'était le grincement de sa plume qui courait sur le papier. Mais nul n'était là pour lire par-dessus son épaule ce qu'elle écrivait. Et ces lignes, quelqu'un les eût-il lues, qu'il aurait douté de ses yeux, car c'était là tracé en clair et soigneusement étudié dans tous ses détails, le plan d'un meurtre. Un plan établi avec minutie, par une froide intelligence parfaitement maîtresse d'elle-même et dont toutes les pensées convergeaient vers un même objet, la destruction d'un être humain. Toutes les éventualités, toutes les possibilités avaient été prévues. Il fallait que la chose se fît. Le plan, comme tous ceux qui ont quelque valeur, n'était pas d'une rigidité absolue. On avait arrêté des lignes de conduite différentes, entre lesquelles on choisirait selon les circonstances. Mieux, on avait fait à l'imprévisible une part raisonnable. Mais l'essentiel était déterminé, qui ne changerait pas. Tout était décidé. L'heure, l'endroit, le moyen, la victime. La personne qui écrivait leva la tête, ramassa ses feuillets, les classa et les relut avec attention. Tout cela présentait une limpidité de cristal. Un sourire passa sur son visage, un sourire qui n'était pas celui d'une créature équilibrée. Oui, tout était prévu. On avait escompté les réactions de chacun, tablé sur les bons sentiments des uns et des autres, et aussi sur ce qu'il y avait de mauvais en eux. Tout fonctionnerait harmonieusement.
Il ne manquait plus qu'une chose, la date. Elle fut portée sur le document. C'était un jour de septembre. Puis avec un sourire, l'auteur du plan déchira les feuillets et, traversant la pièce, alla jeter les morceaux dans le feu. La négligence n'était pas sans fait. Il veilla à ce que tout fût consumé et détruit. Le plan n'existait plus maintenant que dans le cerveau qui l'avait conçu. L'inspecteur-chef Buttle était assis devant son petit déjeuner, la mâchoire projetée en avant d'un air féroce. Il lisait lentement la lettre que sa femme venait de lui remettre. Des larmes plein les yeux. Sa physionomie ne laissait rien deviner de ses sentiments. Buttle, en toutes circonstances, demeurait impassible. Son visage massif semblait taillé dans le chêne et donnait une impression d'honnêteté, de force, de puissance même. L'inspecteur, certes, n'avait jamais passé pour brillant, mais d'autres qualités, difficiles à définir peut-être, faisaient de lui un excellent policier. « Je ne peux pas croire ça de ma petite Sylvia, dit Mrs. Buttle entre deux sanglots. Sylvia était la cadette des 5 enfants Buttle. Elle avait 16 ans et était en pension à Midway, près de Maidstone. La lettre était de Miss Humphrey, la directrice de l'institution, bien tournée, aimable, pleine de tact. Elle exposait noir sur blanc que différents petits vols avaient intrigué les autorités du pensionnat. En ces derniers temps, qu'on avait fait une enquête discrète, que Sylvia avait avoué et que Miss Humphrey serait heureuse de voir Mr. and Mrs. Buttle le plus tôt possible, pour examiner avec eux la situation. Buttle plia la lettre, la glissa dans sa poche et dit « Laisse-moi m'occuper de ça, Mary. » Il se leva, fit le tour de la table, donna à sa femme quelques petites tapes amicales sur la joue et ajouta « Ne te tracasse pas, ma chérie, je vais arranger ça. » Il sortit là-dessus, laissant derrière lui un peu de réconfort et beaucoup d'espoir. Dans l'après-midi, il rendit visite à Miss Humphrey, qui le reçut dans son studio, une pièce d'allure moderne qu'elle avait voulu à son image. Buttle, assis bien à fond sur sa chaise, ses larges mains carrées posées sur ses genoux, regardait Miss Humphrey bien en face et s'efforçait d'avoir, plus qu'à l'ordinaire, l'air d'un policier. Miss Humphrey était une directrice d'école très cotée. Ayant beaucoup de personnalité, très allante, elle se flattait d'être dans le mouvement et de combiner avec bonheur les principes de la discipline avec les idées à la mode sur la responsabilité personnelle. Son studio reflétait l'esprit de Midway. L'ensemble était assez froid, dans une tonalité jaunâtre assez curieuse. Une abondance de vases et de vasques, contenant les uns des narcisses, les autres des tulipes et des jacinthes. 2 ou 3 bonnes reproductions de marbre grec, quelques sculptures d'un modernisme outré, et sur les murs, 2 primitifs italiens proclamaient l'éclectisme des goûts et des aspirations artistiques de Miss Humphrey. Qui trônait au milieu de tout cela en robe bleu marine? On la devinait active et consciencieuse. Ses yeux étaient d'un bleu très pâle et elle portait des lunettes à verre épais. L'important, disait-elle d'une voix nette et bien timbrée, est de prendre cette affaire comme elle doit l'être. C'est d'abord à l'enfant que nous devons penser. Il est essentiel, je dis essentiel, que cette aventure n'ait pour elle aucune conséquence. Il importe que le sentiment qu'elle a de sa culpabilité ne pèse pas sur elle comme un fardeau. Le blâme, si blâme il doit y avoir, doit être très mesuré, très dosé. Ce qu'il faut pour surtout que nous arrivions à découvrir, c'est pourquoi elle a commis ces menus larcins. Un complexe d'infériorité, peut-être? En récréation, Sylvia est de ces enfants qui ne savent pas s'amuser. Il est possible qu'elle ait eu le désir confus de briller d'une autre façon. Le besoin d'affirmer son moi? En tout cas, nous devons être très très prudents et c'est pour attirer votre attention sur ce point, Mr. Battle, que j'ai tenu à vous voir seul d'abord. L'important, je le répète, c'est de savoir ce qu'il y a derrière ce que nous voyons. C'est exactement, Miss Humphrey, pourquoi je suis venu. Il parlait d'un ton calme, sans émotion apparente. Son regard ne quittait pas la directrice. Il essayait de se faire sur elle une opinion. Pour ma part, reprit-elle, j'ai tenu à ne pas gronder Sylvia. Je vous en remercie, Miss. C'est que ces enfants, je les comprends et je les aime, alors. Il y eut un silence. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Miss, dit Buttle, maintenant j'aimerais voir ma fille. Avec une certaine solennité, Miss Humphrey lui renouvelait ses conseils, lui recommandant encore la prudence et la douceur. Il ne fallait pas brusquer l'enfant. Il fallait montrer beaucoup de mesure et de doigté. L'inspecteur ne manifestait aucun signe d'impatience. Il attendait. On aurait dit que l'affaire ne le concernait pas. Miss Humphrey se décida enfin à le conduire à son cabinet de travail, au premier étage,
Dans les couloirs, ils croisèrent quelques élèves. Elles se rangeaient poliment le long du mur, bien droites, mais leurs yeux criaient leur curiosité. Ayant introduit Battle dans son bureau, une petite pièce d'une personnalité un peu moins agressive que celle dont débordait le studio du rez-de-chaussée, Miss Humphrey allait se retirer pour lui envoyer Sylvia, quand Battle la retint. « Et moi encore, Miss, je vous prie. Comment êtes-vous arrivé à imputer à Sylvia la responsabilité de ces chapardages ?» Simple question de psychologie, Mr. Battle. Elle avait dit ça avec beaucoup d'assurance et de dignité. Battle répéta le mot psychologie d'un air pensif. Tout sauta et dit « Mais les preuves, Miss Humphrey. » Elle sourit. « Je vois ce que vous voulez dire, Mr. Battle, et je me doutais que vous me parleriez de preuves. C'est votre profession qui veut ça. Je n'ai pas de preuves, hein, au sens ordinaire du mot, mais on commence à faire état de la psychologie en matière de criminologie, et j'ai la certitude de ne pas me tromper. D'ailleurs, Sylvia a avoué. Je sais, mais j'aurais aimé que vous m'expliquiez pourquoi, à l'origine, c'est sur elle qu'ont porté vos soupçons. Mon Dieu, Mr. Battle, c'est très simple. Les affaires étaient de plus en plus nombreuses qui disparaissaient des armoires des élèves. J'ai réuni les classes, tout ensemble, et j'ai exposé les faits, tout en surveillant discrètement les visages. Tout de suite, l'expression de Sylvia m'a frappé. Elle avait l'air gênée, coupable. De ce moment, je savais à quoi m'en tenir, mais comme je désirais non pas lui démontrer, moi, sa culpabilité, mais l'amener, elle, à la reconnaître spontanément, j'ai eu recours à une petite expérience, une sorte de test psychologique. Battle hocha la tête. Finalement, conclut Miss Humphrey, Sylvia a tout avoué. L'inspecteur déclara qu'il avait compris, et Miss Humphrey, après une courte hésitation, quitta la pièce. Battle regardait par la fenêtre quand la porte se rouvrit. Elle se retourna. Sylvia venait d'entrer. Grande, noiraude, anguleuse, elle avait l'air triste et on voyait qu'elle avait pleuré. « Me voilà, dit-elle timidement. Battle la considéra un instant en silence, puis il poussa un soupir et dit « Je n'aurais jamais dû te mettre ici. Cette femme est folle. » Sylvia, stupéfaite, oublia ses propres chagrins pour protester. « Miss Humphrey » s'écria-t-elle. « Mais elle est admirable, c'est notre avis à toutes. » Fit Battle. « Mettons qu'elle ne soit pas tout à fait folle, puisque c'est là l'opinion qu'elle réussit à vous donner d'elle-même. N'empêche que tu n'aurais jamais dû venir à Midway. On ne sait pas, il est vrai. Ça serait peut-être arrivé ailleurs. » Sylvia gardait les yeux baissés. « Je regrette beaucoup, papa, vraiment. C'est normal, approche-toi. » Comme à regret, lentement, elle traversa la pièce pour venir près de lui. Elle vend sa large main et lui prit le menton entre deux doigts et la regarda bien dans les yeux. Puis gentiment il dit « Tu viens de passer par une drôle d'épreuve, hein ?» Des larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. « Vois-tu, Sylvia, reprit Battle, il y a toujours eu en toi quelque chose qui m'inquiétait. Chacun de nous a son point faible. Généralement, on le connaît. Quand un enfant est gourmand, quand il est brutal, quand il a mauvais caractère, ça se voit. Toi, tu étais une bonne petite fille, très calme, toujours gentille, qui ne nous donnait jamais de soucis. Et c'est ça qui m'a souvent tracassé. L'état caché, tu comprends, c'est plus grave. Quand l'épreuve vient, tout craque. » Elle dit doucement « C'est ce qui m'arrive ?»« Oui, la paille est invisible, c'est même assez curieux. En fait, je n'ai jamais vu ça. » Des voleurs, pourtant, il me semble que tu en as rencontré pas mal dans ta vie. Sans doute, et ils n'ont plus rien à m'apprendre. Et justement, ce n'est pas parce que je suis ton père, les parents ne savent pas grand-chose de leurs enfants. C'est parce que je suis un policier, que je puis te dire que tu n'es pas une voleuse. Tu n'as jamais rien volé ici. Vois-tu, ma fille, il y a deux sortes de voleurs. Ceux qui succombent tout d'un coup à une tentation irrésistible, et ils sont rares, car l'homme normal qui est né honnête se défend contre la tentation beaucoup mieux qu'on ne l'imagine généralement. Et les autres, ceux qui, de la façon la plus naturelle du monde, s'emparent de ce qui ne leur appartient pas. Tu n'appartiens ni à la première catégorie, ni à la seconde. Tu n'es pas une voleuse, tu es une menteuse d'un type pas ordinaire. Mais, devinant l'objection, il a balayé du geste. Je sais, tu as avoué, il y avait une fois une sainte qui distribuait du pain aux pauvres. Son mari n'aimait pas ça. Un jour, il la rencontre et il lui demande ce qu'elle a dans son panier. Elle perd son sang-froid et répond « des roses ». Il ouvre le panier et qu'est-ce qu'il voit? Des roses. C'est ce qu'on appelle un miracle. Eh bien toi, si tu avais été sainte Élisabeth et que tu sois sortie avec un panier plein de roses, j'imagine que si ton mari t'avait demandé ce qu'il y avait dans ton panier, tu aurais perdu ton sang-froid et répondu « du pain ». Elle se tut quelques secondes, puis dit assez bas et d'une voix très douce « C'est bien ce qui s'est passé, hein ?»
Il y eut un long silence. Sylvia ne répondait pas et baissait la tête. « Alors, mon enfant, reprit Bethel, raconte-moi tout. » Sylvia leva les yeux vers son père. « Eh bien, voilà, dit-elle. Humphrey nous a toutes réunies et elle a fait un discours. À un certain moment, j'ai vu qu'elle me regardait et j'ai compris qu'elle croyait que c'était moi. Alors je suis devenue toute rouge. J'ai vu que quelques-unes des filles me regardaient aussi. Et puis elles se sont toutes mises à me regarder. Certaines parlaient tout bas. Je sentais que toutes me croyaient coupable. Après, Humphrey me fit venir chez elle avec quelques filles et organisa une sorte de jeu. Elle disait des mots et il fallait rapidement lui en donner d'autres. » Bethel fit une grimace. « Naturellement, poursuivit Sylvia, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Alors j'ai été comme paralysé, j'essayais de ne pas donner le mot qu'il ne fallait pas, de penser à des choses du dehors, à des bêtes, à des fleurs, mais Humphrey me guettait et ses yeux me transperçaient. Alors ça n'a fait qu'empirer. Et un peu plus tard, quand elle m'a parlé gentiment en me disant qu'elle comprenait, j'ai fondu en larmes et j'ai dit que c'était moi. Si tu savais, papa, comme après, je me suis senti soulagé. » Bethel se grattait le menton. « Je vois, fit-il. Et tu me comprends ? » ?»« Non, Sylvia, je ne t'en comprends pas. Sans doute parce que je ne suis pas construit comme toi. Moi, si quelqu'un essayait de me faire avouer une faute que je n'ai pas commise, je serais plutôt porté à lui coller mon poing dans la figure. Mais je vois comment ça s'est passé pour toi, et je me rends compte que ton Humphrey, avec ses théories mal digérées, n'entend rien à la psychologie. Maintenant, on va commencer à y voir clair. Où est Miss Humphrey ? » Avec tact, la directrice se tenait dans le voisinage. Son aimable sourire se figea sur son visage quand Bethel parla. « Ma fille étant accusée à tort, dit-il sans embâge, je suis obligé de vous demander de prévenir la police. Mais, Mr. Bethel, Sylvia elle-même, Sylvia n'a pas touché ici une chose qui ne lui appartient. Je comprends très bien que, comme père, je ne pars pas en tant que père, mais en tant que policier. Faites venir la police. Elle sera discrète et elle vous retrouvera les choses volées, cachées quelque part et, je le pense, couvertes d'empreintes digitales. Les chapardeurs ne songent pas à mettre des gants. Pour ma fille, je l'emmène tout de suite. Si l'on me prouve, mais avec de vraies preuves, qu'elle est pour quelque chose dans les vols, je suis d'accord pour la faire passer devant des juges qui la traiteront selon ses mérites. Mais je suis bien tranquille. 10 minutes plus tard, la voiture de l'inspecteur-chef franchissait la grille du pensionnat. Sylvia était assise aux côtés de son père qui tenait le volant. « Comment s'appelle, demanda-t-il, la fille que j'ai rencontrée dans le couloir, une blonde, pas très soignée, avec des joues très rouges, une fossette au menton et des yeux bleus, très écartés l'un de l'autre? Ce doit être Olive Parsons. Eh bien, ce serait elle la coupable, que ça ne me surprenait pas. Elle avait l'air d'avoir peur. Jamais de la vie. Elle paraissait très sûre d'elle-même, au contraire. Elle avait cette belle assurance que j'ai vue tant de fois aux voleurs quand ils se présentent devant le tribunal. Oui, je suis prêt à parier ce qu'on voudra que la voleuse, c'est elle. Mais elle n'avouera pas si bête. » Sylvia soupira. « Tu sais, papa, que c'est comme si je sortais d'un mauvais rêve. Comment ai-je pu être si sotte? J'ai honte de moi. » Tenant le volant d'une main, il lui donna de l'autre de petites tapes sur l'avant-bras. « Il ne faut pas, mon enfant. Ces coups durs-là, on les encaisse. Ils nous sont envoyés pour nous éprouver. Du moins, je le suppose, car sans ça, je ne vois pas à quoi ils pourraient servir. » La maison de Neville Strange, à Hunt Head, baignait ce matin-là dans le soleil. Exceptionnelle, cette journée d'avril était plus chaude qu'une journée de juin. Neville Strange descendait l'escalier. Il était vêtu de flanelle blanche et portait sous le bras 4 raquettes de tennis. S'il avait fallu choisir parmi tous les sujets de Sa Majesté britannique un homme dont on put affirmer qu'il était parfaitement heureux, n'ayant rien à désirer, le comité aurait pu désigner Neville Strange. Beau garçon de 33 ans, d'une santé superbe, athlète complet, connu de tous les sportifs anglais, joueur de tennis de grande classe, si à Wimbledon il ne parvint jamais en finale, il atteignit 2 fois aux demi-finales du double mixte. Peut-être excellait-il en trop de sport pour faire un champion de tennis? Il nageait à la perfection. Au golf, il partait scrat. Il réussit dans les Alpes plusieurs ascensions difficiles. Il possédait beaucoup d'argent et depuis quelque temps une femme splendide. Donc, apparemment un homme sans souci, sans tracas. Et pourtant, tandis qu'il descendait l'escalier par cette matinée radieuse, une ombre marchait à ses côtés. Il était seul à connaître sa présence, mais elle existait bel et bien. Et c'est parce qu'il le savait qu'il fronçait le sourcil d'un air préoccupé.
Il traversa le vestibule, secoua les épaules comme pour se débarrasser d'un fardeau gênant, bomba le torse, et passant par la salle à manger, gagna la véranda où sa femme, assise au milieu d'un morceau de coussin, buvait à petits coups un jus d'orange. Kay Strange avait 23 ans, et elle était remarquablement belle, grande et mince, avec de grands yeux noirs et de magnifiques cheveux dont le brun roux avait de sombres reflets dorés. Elle avait une peau si jolie qu'elle se maquillait à peine. Alors, beauté, dit gaiement Neville, qu'avons-nous pour déjeuner? Pour toi, répondit Kay, des rognons, qui m'ont paru horriblement saignants, des champignons et du jambon. Ça peut aller. Il s'assit et se servit une tasse de café. Puis il se mit à manger et pendant quelques minutes, ils ne parlèrent ni l'un ni l'autre. Kay s'arracha la contemplation des ongles vernis de ses orteils pour s'écrier. Ce soleil est une splendeur, et quoi qu'on en dise, l'Angleterre a encore du bon. Il revenait du midi de la France. Neville, un rapide coup d'œil jeté sur le gros titre de première page, s'était plongé dans les colonnes sportives de son journal. Il acquiesça d'un grognement, plia la feuille et tout en attaquant une tartine de confiture, se mit à ouvrir son courrier. Il paraissait abondant, mais bien des enveloppes ne contenaient que des papiers sans intérêt. Circulaires, prospectus, imprimés divers. La décoration du studio ne me plaît plus, dit soudain Kay. Me permets-tu de le faire changer? Neville. Tant que tu voudras, mon amour. Je la vois en bleu de roi, avec dans tous les coins des coussins blancs d'ivoire, et un ouistiti pour animer le paysage. Entendu, c'est toi qui feras le ouistiti. Neville décachetait une lettre. À propos, dit-il, Cherty nous propose de l'accompagner dans la croisière qu'il fera en juin. Moyen de transport sans yacht. Destination la Norvège. C'est rudement vexant de ne pouvoir accepter. Elle poussa un soupir. C'est bien dommage, ça m'aurait fait grand plaisir. Après un nouveau soupir, elle ajouta. Est-ce qu'il est vraiment indispensable que nous allions nous raser chez ce vieux crampon de Camilla? Elle avait posé la question d'un ton agressif. Un nuage passa sur le visage de Neville. Évidemment, répondit-il. C'est indispensable et tu le sais comme moi. Sir Matthew était mon tuteur et 2 personnes seulement se sont occupées de mon éducation. Camilla et lui. La pointe aux mouettes, c'est un peu mon chez moi, autant que je puisse avoir un chez moi. Très bien, fit-elle, n'en parlons plus. Puisqu'il faut, il faut. Après tout, quand elle mourra, nous hériterons de son argent. Il est donc normal que nous la cultivions un peu. Neville répliqua un peu sèchement qu'il ne s'agissait de rien de tel. Pour l'excellente raison, ajouta-t-il, que cet argent, elle n'a nullement le pouvoir d'en disposer. Elle n'a que l'usufruit. Sa vie durant de la fortune de Sir Matthew, fortune qui, à sa mort, me reviendra nécessairement, allant à ma femme si je ne suis plus là, si je tiens à aller à la pointe aux mouettes, c'est uniquement par affection. Et je m'étonne que tu ne le comprennes pas. Elle protesta qu'elle comprenait fort bien. Seulement, poursuivit-elle, je ne dis pas le fond de ma pensée, et je m'en accuse. La vérité, vois-tu, c'est que là-bas, on me tolère sans plus, on me supporte, mais on ne m'aime pas. Ne te cabre pas, je sais ce que je sais. Lady Tressilian, avec son nez interminable, me considère du haut de sa grandeur et Mary Aldin affecte de ne pas me regarder quand elle me parle. Tu ne t'en aperçois pas et tu n'en souffres pas, mais moi, il m'a toujours paru qu'elles étaient très polies avec toi, et tu sais bien que je ne permettrai pas qu'il en fût autrement. Elle le guettait des yeux à travers la frange épaisse de ses longs cils noirs. Oh, fit-elle, pour être polies, elles sont polies, mais elles savent tout de même envoyer les pointes qui portent au bon endroit. Pour elles, et elles me le font bien comprendre, je suis l'intruse. Mon Dieu, dit Neville, n'est-ce pas assez naturel? Sa voix n'était plus tout à fait la même. Il s'était levé de table et tournant le dos à Kay, il contemplait la campagne. Un peu amère, elle dit, bien sûr, c'est tout naturel. Elles adoraient Audrey, n'est-ce pas? Audrey, la chère Audrey, si douce, si bien élevée, si calme, si incolore. Comment Camilla me pardonnerait-elle d'avoir pris sa place? Camilla est vieille, ma chérie. Elle a plus de 70 ans. Les gens de sa génération n'admettaient pas le divorce. Et j'estime qu'elle a assez bien pris son parti de la situation si l'on considère l'affection qu'elle portait à Audrey. Le timbre de sa voix s'était altéré quand le prénom avait passé ses lèvres. Elle trouve, dit-elle, que tu t'es mal conduit à son égard. C'est vrai d'ailleurs. Elle croyait n'avoir parlé que pour lui seul, mais elle avait entendu. Voyons, Neville, fit-elle, ne dis pas de bêtises. Si elle croit ça, c'est uniquement parce qu'il lui a plu de faire des histoires.
Elle n'a pas fait des histoires, ce n'est pas son genre. Tu vois bien ce que je veux dire. Elle est partie, elle est tombée malade et elle est allée partout pour exhiber à la ronde les morceaux de son cœur brisé. C'est ce que j'appelle faire des histoires. Audrey n'a pas été belle joueuse. J'estime que lorsqu'une femme ne sait pas conserver son mari, elle doit savoir le perdre avec le sourire. Vous n'aviez, elle et toi, aucun point commun. Elle ne savait pas se distraire, elle était indolente, molle comme un chiffre, elle n'avait pas de vie, pas d'allant. Si elle t'avait aimé vraiment, c'est à ton bonheur qu'elle aurait songé d'abord, et elle aurait été contente de te voir sur le point d'être heureux avec quelqu'un de mieux fait pour toi. Neville se retourna. Et voilà, mesdames et messieurs, proclama-t-il comiquement, l'art et la manière de se montrer sport en noble jeu de l'amour et du mariage. Kay se sentit rougir. Je vais peut-être un peu loin, admit-elle, mais je considère que lorsque les choses sont arrivées, il faut en prendre son parti et accepter son sort. Il fit tranquillement remarquer que c'est ce qu'avait fait Audrey. C'est pour que nous puissions nous marier, fit-il, qu'elle a consenti au divorce. Je sais, seulement tu ne l'as jamais comprise. Ça, j'en conviens. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est peut-être parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle pense. En tout cas, moi, elle, oui, elle me fait peur. Kay, tu dis des bêtises. Que veux-tu que j'y fasse? Elle me fait peur, je n'y peux rien. C'est peut-être parce qu'elle est terriblement intelligente. Ma chérie, mon adorable petite cinglée. Elle rit. Pourquoi m'appelles-tu toujours comme ça? Parce que c'est la pure vérité, tu es complètement folle et je t'aime comme ça. Ils se sourirent. Il vint vers elle et se penchant l'embrassa dans le cou avec des mots gentils. C'est ça, dit-elle en riant, cher Kay adoré, brave imbécile de Kay, qui renonce à une merveilleuse croisière pour aller se faire traiter de haut en bas par une contemporaine de la reine Victoria. Et ça simplement parce qu'elle est la vieille parente de son époux. Neville était allé se rasseoir à la table. Tu sais, dit-il, si tu tiens tellement à cette croisière avec Shirty, nous pouvons la faire. Elle le regarda très surprise. Et Salt Creek et la Pointe aux Mouettes alors? D'une voix qui manquait de naturel, elle répondit. Nous irions seulement au début de septembre. Mais Neville, en juillet et août, ce n'est pas possible à cause des tournois de plage. Mais fin août, j'aurais joué mon dernier match à Saint-Lô. Et nous pourrions très bien de là nous rendre directement à Salt Creek. Ce serait parfait, bien sûr, mais il me semble, en fin septembre, est-ce que ce n'est pas le moment où elle et elle-même à Salt Creek? Qui? Audrey? Oui, évidemment. Elle pourrait lui demander de changer sa date. Mais pourquoi ça? Kay hésitait encore à comprendre. Tu veux dire, demanda-t-elle, que nous pourrions nous trouver là-bas en même temps qu'elle? Drôle d'idée. Il répondit avec un agacement qui n'échappa pas à sa femme. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Il y a des préjugés d'hier auxquels on ne fait plus attention aujourd'hui. Pourquoi ne serions-nous pas bons amis tous les trois? Ça simplifierait tellement les choses. Tu l'as dit toi-même l'autre jour. Moi? Tu ne t'en souviens pas? Nous parlions des Howe et tu as déclaré qu'ils avaient une façon très moderne et très intelligente de considérer la vie, que la seconde femme de Léonard et la première étaient les meilleurs amis du monde. Personnellement, ça ne me gênerait pas et j'admets que ce ne serait nullement déraisonnable. Seulement, je ne crois pas qu'Audrey verrait les choses comme moi. Allons donc. Il n'y a pas de allons donc, tu sais, Neville, Audrey t'aimait beaucoup. Elle ne pourrait pas supporter ça. Tu te trompes du tout au tout. Audrey trouve ça fort bien. Audrey trouve ça fort bien. Qu'en sais-tu? Neville, assez embarrassé, s'éclaircit la gorge un peu longuement avant de répondre. Imagine-toi que je l'ai rencontré hier à Londres. Tu ne me l'avais pas dit. Eh bien, répliqua-t-il avec humeur, je te le dis maintenant. Un hasard, bien entendu, je passais dans Hyde Park quand je l'ai vu qui venait dans l'autre sens. Je n'allais tout de même pas me sauver. Bien sûr, dit Kay, d'une voix étranglée alors. Alors, naturellement, nous nous sommes arrêtés, et puis j'ai fait demi-tour et je l'ai accompagné, c'est le moins que je pouvais faire. Continue. Nous nous sommes assis un instant et nous avons bavardé. Elle a été très gentille, très. Tu as dû être content. Nous avons parlé de choses et d'autres. Elle était très à son aise, très naturelle, admirable. Elle m'a demandé de tes nouvelles. C'est bien aimable à elle. Et nous avons parlé de toi. Vraiment, Kay, elle ne pouvait pas se montrer plus gentille. Chère Audrey. Et c'est alors que l'idée m'est venue subtilement que ce serait vraiment très bien que vous fussiez toutes les deux de bonnes amies et que nous pourrions nous trouver ensemble cet été à la Pointe aux Mouettes. S'il y a un endroit où il est normal que nous nous rencontrions, c'est bien là. C'est toi qui as eu cette idée? Bien entendu. Tu ne m'en avais jamais rien dit. Naturellement, puisque c'est hier qu'elle m'est venue.
Bref, tu en as parlé à Audrey, elle a trouvé que c'était un trait de génie. Pour la première fois, il eut le sentiment qu'il y avait dans l'attitude de Kay quelque chose de contraint. « Est-ce que ça t'ennuierait, mon amour ?» Son étonnement était sincère. Il ajouta « Mais Kay, qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi ?» Elle se mordit la lèvre inférieure et ne répondit pas. Il insista « Tu as dit toi-même l'autre jour que… » « Je t'en prie, ne recommence pas. L'autre jour, il s'agissait des autres. Maintenant, c'est de nous qu'il s'agit. » « C'est même ce que tu as dit qui m'a donné l'idée. » « Un joli coup que j'aurais fait. Seulement ne te figure pas que je crois ça. » Il était consterné. « Enfin, reprit-il, je te le demande, qu'est-ce que ça peut te faire? La situation pour toi n'aura rien de gênant. Vraiment. Dame, si l'une de vous devait se montrer jalouse, ce ne serait pas toi, mais elle. » Il se tut, et après un moment de silence, dit d'une voix qui se faisait très douce. « Vois-tu, Kay, toi et moi, nous avons eu des torts vis-à-vis d'Audrey. Non, je m'explique mal. Les torts, je suis seul à les avoir eus. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Donc, j'ai eu des torts. Que ce ne soit pas absolument ma faute, c'est possible, mais ça ne change rien au fait. Et si ce projet aboutissait, je me sentirais moins coupable, plus heureux. » Elle tourna vers lui des yeux un peu tristes. « Alors, tu n'es pas heureux? »« Mais si, idiote de mon cœur, bien sûr que je suis heureux, terriblement heureux, mais… » Elle l'interrompit. « C'est ça, tu es heureux, mais il y a toujours des mais dans cette maison, toujours une ombre qui rôde, l'ombre d'Audrey. » Neville la regardait avec stupeur. « Tu ne vas pas me dire que tu es jalouse d'Audrey. »« Jalouse, non. Mais je te le répète, elle me fait peur, Neville. Tu ne connais pas Audrey. » Elle essayait de rire. « Je ne connais pas Audrey, une femme dont j'ai été le mari pendant 8 ans. » Elle secoua la tête. « Non, Neville, dit-elle gravement, tu ne connais pas Audrey. » C'est absurde, tout simplement, dit Lady Tressilian. Neville doit être devenu fou. Elle se remonta sur ses oreillers et promena des yeux farouches autour de la pièce. En tout cas, dit Mary Aldin, c'est plutôt drôle. Lady Tressilian avait un profil très curieux, avec un nez mince et de belle taille, le long duquel elle pouvait, quand il lui en prenait envie, couler de regards impressionnants. À plus de 70 ans, et bien que de santé délicate, elle avait conservé toute la vivacité d'esprit de sa jeunesse. Sans doute, il lui arrivait souvent de se soustraire à l'agitation de la vie en demeurant longuement allongée, les yeux mi-clos. Mais elle sortait de ces périodes de demi-sommeil, toutes ses facultés aiguisées, la langue déliée et la réplique prompte. Calée sur ses oreillers, au milieu du grand lit qui occupait un coin de la chambre, elle tenait sa cour à la manière des précieuses d'autrefois. Mary Aldin, une lointaine cousine, vivait avec elle. C'était sa dame de compagnie et les deux femmes s'entendaient bien. Marie avait 36 ans, mais son visage, au trait très doux, n'avait pas d'âge et ne se modifiait plus. On pouvait tout aussi bien lui attribuer 30 ans que 45. Elle n'était pas vilaine, on voyait tout de suite qu'elle avait reçu une excellente éducation, et tranchant sur sa chevelure noire, une grande mèche blanche donnait à sa physionomie un certain caractère. Après avoir lu avec attention la lettre de Neville Strange, que Lady Tressilian lui avait tendue, elle répéta que l'idée lui paraissait vraiment drôle. « Cette idée, reprit Lady Tressilian, tu ne me diras pas que c'est Neville qui l'a eue. Quelqu'un la lui a mise en tête, sa nouvelle femme, probablement. Kay? Vous croyez que ce serait une idée de Kay? Ça lui ressemblerait assez. Moderne et vulgaire, c'est tout elle. S'il faut absolument qu'un monsieur et une dame rendent public leurs dissentiments et qu'ils divorcent, le moins qu'on puisse leur demander, c'est de le faire proprement. Que la première femme d'un homme devienne l'amie de la seconde, c'est une idée qui me répugne. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus de dignité. Il faut croire que c'est le genre moderne. En tout cas, on ne verra pas ça chez moi. J'estime que j'ai déjà fait plus que mon devoir en accueillant sous mon toit cette créature qui se peint les angles des orteils. C'est la femme de Neville. Je sais. Mathieu l'avait reçue à ce titre et c'est pourquoi j'ai cru devoir le faire. Il tenait à ce que Neville considérât la Pointe-aux-Mouettes comme son home. Fermer ma porte à sa femme, c'eût été nécessairement rompre avec lui. Je ne l'ai pas voulu et je l'ai invitée, elle aussi. Mais je ne l'aime pas. Ce n'est pas la femme qu'il fallait à Neville, elle manque de branches. Mary Aldin risqua. Elle est de bonne famille. Allons donc, le père, je te l'ai déjà dit, a dû après une vilaine histoire de jeu démissionner de tous les cercles dont il faisait partie. Il a eu la chance de mourir peu après. Quant à la mère, elle était bien connue sous la Riviera. Curieuse éducation pour la fille. La vie d'hôtel, et cette mère-là, elle a fini par rencontrer Neville sur un cours de tennis. Elle l'a embobiné et n'a eu de cesse qu'il n'eût quitté sa femme, qu'il l'aimait, pour partir avec elle. C'est elle qui est responsable de tout.
Marie sourit discrètement. Lady Tressilian donnait tort à la femme et réservait à l'homme toutes ses indulgences. On raisonnait comme ça autrefois. Il me semble, dit-elle, que Neville mérite bien quelque blâme, lui aussi. Lady Tressilian en convint. Je ne l'innocente pas. Il avait une femme délicieuse qu'il aimait trop. Il a eu des torts, mais sans l'insistance de cette fille, je suis convaincu qu'il se serait ressaisi. Seulement elle entendait se faire épouser. Dans toute cette affaire, vois-tu, toutes mes sympathies vont à Audrey. Marie soupira. C'est tellement compliqué ces histoires-là. Tu as raison. Ce sont des circonstances où l'on ne sait que faire. Matthew aimait beaucoup Audrey, que moi-même j'aime infiniment. Et on ne peut contester qu'elle ait été pour Neville une excellente épouse. Il est dommage, certes, qu'elle n'ait pas partagé ses distractions. Mais était-ce sa faute? Elle n'a jamais été sportive. Plus j'y pense, vois-tu, plus je trouve tout ça lamentable. Quand j'étais jeune fille, ces choses-là n'arrivaient pas. Les hommes n'étaient pas toujours fidèles, mais on ne leur permettait pas de divorcer. Maintenant, on le leur promet. Oui, et ce n'est pas mieux comme ça. Je sais bien qu'il ne sert à rien de regretter le temps passé, mais enfin, ces choses-là n'arrivaient pas autrefois. Aujourd'hui, elles arrivent, et des filles comme cette Kay Mortimer peuvent voler les maris des autres femmes, et tout le monde trouve ça très bien. Sauf vous. Moi, je ne compte pas. Cette Kay ne se soucie guère de mon opinion. Elle ne pense qu'à se donner du bon temps, et le reste lui est bien égal. Enfin, c'est la femme de Neville. Elle peut nous l'amener quand il viendra. Je consens même à recevoir ses amis à elle, encore que je n'ai aucune sympathie pour ce jeune esbroufeur qui est toujours dans ses jupes. Comment s'appelle-t-il déjà? Ted Latimer, c'est ça. Elle l'a connu sur la Riviera et je serais curieuse de savoir comment elle s'arrange pour vivre comme il le fait. Il a de l'esprit. On pourrait lui pardonner ça, mais j'ai peur que ce ne soit tout simplement un faisan. En tout cas, c'est une singulière relation pour la femme de Neville. Cette façon qu'il a eue de s'installer à l'hôtel d'Esterhead Bay pendant leur séjour ici l'été dernier ne m'a pas plu du tout. Mary regardait par la fenêtre ouverte. La maison de Lady Tressilian se trouvait sur une falaise qui descendait à pic dans la Terne, presque à l'endroit où la rivière se jetait dans la mer. De l'autre côté de l'eau, on apercevait la petite station balnéaire d'Esterhead Bay, essentiellement composée d'une belle plage de sable fin, de quelques villas et d'un grand hôtel tout neuf, perché sur un promontoire et dont la façade donnait sur la mer. Quant à Salt Creek, proprement dit, c'était un modeste village de pêcheurs dont les maisons s'éparpillaient sur le flanc de la colline. On y avait conservé les usages d'autrefois, et on y affichait un mépris non dissimulé pour Esterhead Bay et sa population estivale. L'hôtel d'Esterhead Bay, avec sa longue façade éclatante de blancheur, était presque exactement en face des fenêtres de Lady Tressilian. La vieille dame ferma les yeux et dit « Je suis très contente que Matthew n'ait jamais vu cette horrible bâtisse. De son temps, rien ne gâchait la perspective de la côte. » Sir Matthew et Lady Tressilian s'étaient installés à la Pointe-aux-Mouettes 30 ans auparavant, et près de 2 lustres s'étaient écoulés depuis que Sir Matthew, qui adorait la mer, s'était noyé presque sous les yeux de sa femme. Au cours d'une partie de canot. Tout le monde avait pensé qu'elle allait vendre la propriété et quitter Salt Creek, mais elle n'en avait rien fait. Elle était restée là, se contentant de se défaire du hangar à bateaux et de tout ce qui se trouvait dedans. Il n'y avait pas la moindre embarcation à disposition des hôtes de la Pointe-aux-Mouettes. Ils devaient, pour traverser la baie, recourir aux passeurs ou aux loueurs de barques, qui ne manquaient pas dans le pays. Revenons à la conversation. Mary Aldine, après une brève hésitation, demanda si elle devait écrire à Neville pour lui faire savoir que ses projets ne s'accordaient pas avec ceux de Lady Tressilian. La vieille dame ne répondit pas directement. « Il y a une chose sûre, dit-elle, c'est que rien ne sera changé au séjour d'Audrey. Elle viendra en septembre comme elle en a l'habitude. » Mary relisait la lettre de Neville. « Vous avez vu, fit-elle, que Neville écrit qu'Audrey est tout à fait d'accord et qu'elle ne demande qu'à rencontrer Kay ici. Je n'en crois rien. Neville est comme tous les hommes, il prend ses désirs pour des réalités. » Mary insista. Il prétend qu'il lui en a déjà parlé. La vieille dame hocha la tête. C'est décidément bien curieux, à moins que ce ne soit que ce que je pense. Les yeux de Mary interrogeaient. Alors, poursuivit Lady Tressilian, ce serait l'histoire d'Henri VIII? Mary comprenait de moins en moins. Lady Tressilian, heureusement, commençait sa dernière réflexion. Il s'agit peut-être, expliquait-elle, d'un drame de conscience.
Henri VIII était travaillé par le besoin d'amener Catherine à convenir qu'ils avaient bien fait de divorcer. Neville se rend compte qu'il s'est mal conduit, et comme Henri VIII, il cherche la paix de sa conscience. Ses torts ne le tourmenteront plus quand Audrey elle-même lui aura dit que les choses sont très bien comme elles sont. C'est pourquoi il veut lui faire rencontrer Kay, et ne se sentira apaisé que lorsqu'elle lui aura dit qu'elle ne regrette rien de ce qui s'est passé. Mary ne paraissait pas convaincue. « Je me demande si c'est ça, dit-elle. » Lady Tressilian tourna vers elle un regard aigu. « Que veux-tu dire ?»« Eh bien, je me demande. » Elle s'interrompit, hésita un peu et reprit. « Cette lettre ressemble si peu à Neville. Vous ne pensez pas que, pour quelque raison que nous ignorons, c'est Audrey qui souhaite cette rencontre ?»« Pourquoi la souhaiterait-elle » répliqua Lady Tressilian d'un ton pointu. « Lorsque Neville l'a quittée, elle s'est retirée chez sa tante, Mrs. Royd, et elle est tombée malade, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Manifestement, le coup l'a durement frappée. Elle est de ces femmes qui ont beaucoup d'empire sur elles-mêmes, mais qui n'en ont pas moins énormément de sensibilité. Et puis le temps a passé. Neville s'est remarié et peu à peu Audrey a pris le dessus. Maintenant, elle est presque redevenue elle-même. Pourquoi voudrais-tu qu'elle cherche à réveiller des souvenirs douloureux? C'est Neville qui semble dire qu'elle y tient. Lady Tressilian dévisagea longuement Mary Aldine. « Tu m'as l'air bien obstiné, fit-elle. « Est-ce que ce serait toi qui tiendrais à les voir ici tous les trois ensemble ?» Mary rougit et protesta. « Mais je n'y tiens pas. » La vieille dame suivait son idée. « Ce ne serait pas toi par hasard qui aurais soufflé cette idée à Neville? Camilla, comment pouvez-vous dire de pareilles absurdités? » Absurdité peut-être, mais je ne peux pas croire que l'idée vient de lui. Elle ferma les yeux un instant, réfléchissant. « C'est demain le 1er, dit-elle ensuite. « Bon, à partir du 5, Audrey est à S-Bank, chez les Darlington. C'est à 30 kilomètres d'ici, à peine. Écris-lui et dis-lui de venir déjeuner à la maison le jour qui lui conviendra. » « C'est Mrs. Strange, madame. » Audrey, annoncée par la vieille Barrett, Audrey Strange entra dans la chambre. Elle alla directement vers le lit, embrassa Lady Tressilian et s'assit dans le fauteuil qui l'attendait. Audrey avait quelque chose d'immatériel. Elle était de taille moyenne, avec des extrémités remarquablement petites, ses cheveux blancs cendrés, son visage menu et son teint pâle, ses beaux yeux gris, ses traits réguliers, son nez droit, tout cela composait un ensemble dont on ne pouvait prétendre qu'il était admirable, mais dont on ne pouvait pas dire non plus qu'il n'était pas agréable. On devinait en elle une créature racée, et l'on se retournait sur son passage. Elle avait un peu l'air d'un fantôme, mais d'un fantôme qui possédait plus de réalité que bien des vivants. Elle avait une voix adorable, douce et claire, comme le son d'une clochette d'argent. Elles bavardèrent un instant, parlant de leurs amis communs, échangeant des nouvelles, puis Lady Tressilian en vint au sujet qui l'intéressait. « Ma chérie, commença-t-elle, je vous ai demandé de venir pour la joie de vous embrasser, d'abord, mais aussi parce que j'ai reçu de Neville une lettre bien curieuse. » Audrey leva vers la vieille dame son beau regard tranquille. « Il se propose, poursuivit Lady Tressilian, il se propose, et je dis tout de suite que l'idée me paraît absurde, de venir ici en septembre avec Kay. Il dit qu'il aimerait que Kay et vous deveniez des amis, et il ajoutait que le projet ne vous déplaît pas. » Ayant dit, elle se tut, elle attendait. De sa voix douce, Audrey demanda, « L'idée est-elle si absurde? Vous souhaitez vraiment cette rencontre ?» Il y avait tant de surprise dans la voix de Lady Tressilian qu'Audrey hésita un peu avant de répondre. « Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose ?» dit-elle enfin. Lady Tressilian n'en croyait pas ses oreilles. « Vous voulez vraiment rencontrer cette Kay ?»« Je crois, Camilla, que ça pourrait simplifier les choses. »« Simplifier les choses ?» La vieille dame répétait les mots découragés. « Ma chère Camilla, reprit gentiment Audrey, vous êtes si bonne puisque Neville le désire. »« Eh zut pour Neville, dit vertement Lady Tressilian. La question n'est pas de savoir ce qu'il désire, lui, mais ce que vous désirez, vous. » Une couleur légère monta aux joues d'Audrey, un rose délicat, nacré comme l'intérieur d'une coquille marine. « Eh bien, fit-elle, je le désire vraiment. » Lady Tressilian soupira. « Bien entendu, reprit Audrey, nous ferons ce que vous voudrez, cette maison est la vôtre. » Lady Tressilian ferma les yeux. « Je suis une vieille femme, dit-elle, je ne comprends plus rien à rien. Je viendrai à un autre moment. Quand il vous plaira, je n'ai pas de préférence. » Lady Tressilian rouvrit les yeux et s'écria. «
Jamais de la vie. Vous viendrez en septembre, comme toujours, en même temps que... Je suis peut-être une vieille femme, mais je puis m'adapter tout comme un autre, je suppose, aux fantaisies de la vie moderne. Plus un mot là-dessus, c'est réglé. Elle ferma les yeux, un peu plus tard, gardant les paupières à demi baissées, mais surveillant la jeune femme du coin de l'œil, elle dit doucement « Alors vous avez ce que vous voulez ?» Audrey eut un léger haut le corps. Très bas, elle répondit « Oui, oui, je vous remercie. »« Ma chérie, fit Lady Tressilian, et sa voix était grave, êtes-vous bien sûr que vous n'allez pas souffrir? Vous aimiez beaucoup Neville, les vieilles blessures ne vont-elles pas se rouvrir ?» Audrey regardait ses petites mains gantées. Lady Tressilian remarqua que l'une d'elles se crispait sur le bord du lit. La jeune femme leva la tête, son visage était calme. « Tout cela est fini, dit-elle. Tout à fait. » Lady Tressilian se laissa aller sur ses oreillers. « Enfin, conclut-elle, vous devez le savoir. » Elle ferma les yeux et ajouta « Maintenant, ma chérie, je suis fatiguée. Je vais vous demander de me laisser. Mary vous attend en bas. Dites-lui de m'envoyer Barrett. » Barrett était la vieille servante de Lady Tressilian, le dévouement même. Sa maîtresse avait les yeux clos quand elle entra, mais elle ne dormait pas. « Ma bonne Barrett, dit Lady Tressilian, plus tôt je quitterai ce monde et mieux cela vaudra. Je ne comprends plus ce qui s'y passe. »« Ne dites pas ça, madame. Vous êtes fatiguée, voilà tout. »« C'est vrai, je suis fatiguée. Retire-moi cet édredon, qui est lourd, et donne-moi un peu de mon tonique. » C'est drôle que Mrs. Strange vous ait contrarié. Une si gentille dame. Mais elle aurait besoin d'un tonique, elle aussi. Elle n'a pas de santé, c'est sûr. Et elle a toujours l'air de voir les choses que les autres ne voient pas. Mais elle a quand même du caractère. C'est une femme qui s'impose. Quand elle est là, vous êtes forcé de compter avec elle. C'est très vrai, Barrett. Et elle n'est pas non plus de celles qu'on oublie. Je me demande si Mr. Neville pense à elle quelquefois. La nouvelle Mrs. Strange est très jolie. Très, très jolie. Mais Mrs. Audrey est de celles dont on se souvient quand elles ne sont pas là. Lady Tressilian eut un petit rire. Neville est un imbécile, dit-elle doucement. Il veut que ces deux femmes se rencontrent. C'est lui qui s'en repentira. Thomas Royd, la pipe aux dents, surveillait le premier de ces breux malais, qui s'activait autour de ses bagages. De temps à autre, son regard se portait sur la plantation. Un paysage qui, depuis 7 ans, lui était devenu familier et qu'il ne verrait plus pendant 6 mois. Ça lui semblerait drôle de se retrouver en Angleterre. La haute stature d'Alan Drake, son associé, s'encadra dans l'embrasure de la porte. « Alors, Thomas, bientôt prêt ?»« Tout est paré. Alors viens arroser ça, heureux coquin. Je crève de jalousie. » Thomas Royd, une silhouette assez lourde, mais un visage ouvert et loyal, ne répondit pas. C'était un homme qui parlait peu, et ses amis avaient appris à juger de ses réactions par la nature même de ses silences. Mais il se mit en route. Traversant la pièce pour rejoindre son ami, il marchait de façon assez bizarre, un peu de travers à la manière des crabes, ce qui lui avait valu le surnom de Bernard l'ermite. Souvenir d'un tremblement de terre dans lequel il avait été coincé dans une porte. Depuis, son bras droit ne lui servait plus guère et cette infirmité, comme aussi la réserve de ses manières, portait assez souvent les gens à le croire gauche et timide. Il ne l'était pourtant que par occasion. Alan Drake prépara les boissons, leva son verre et dit « Alors, mon petit vieux, à tes vacances ?» Royd répondit par un vague grognement. Alan Drake sourit. « Toujours phlegmatique, à ce que je vois, dit-il. Je ne sais pas comment tu peux faire. Il y a combien de temps que tu n'es pas allé en Angleterre ?»« 7 ans, presque 8. Ça commence à bien faire. Le miracle, c'est que tu ne sois pas devenu tout à fait un indigène. Je le suis peut-être devenu. » Il y eut un silence. « Et tu as fait des projets pour la durée de ton séjour là-bas » demanda Drake. « Mon Dieu, oui et non. » Le visage tanné de Thomas Royd avait viré au rouge brique. « Tiens, tiens » s'exclama joyeusement Drake. « Il y a une femme là-dessous. Ne dis donc pas de bêtises. » Royd tira de sa vieille pipe quelques bouffées précipitées. Puis, rompant avec toutes ses habitudes, il prolongea la conversation. Généralement, il ne parlait jamais le premier. « J'ai idée, dit-il, que je vais trouver du changement là-bas. Je me suis toujours demandé, fit Drake, pourquoi à ton dernier congé tu avais brusquement décidé de ne pas aller en Angleterre. Et au dernier moment encore. » Royd haussa les épaules. « Cette chasse aux fauves me tentait. Et puis je venais de recevoir de mauvaises nouvelles d'Angleterre. Excuse-moi, je l'avais oublié. La mort de ton frère tué dans ce stupide accident d'auto. » Royd fit oui de la tête. «
Drake, cependant, se disait que c'était là une raison bien curieuse de renoncer à un séjour en Angleterre. Après tout, Thomas avait une mère, et à ce moment-là, plus qu'à tout autre, elle lui était heureuse de le revoir, et soudain, Drake se souvint d'une chose. Thomas avait annulé son passage avant que ne lui parvint la nouvelle de la mort de son frère. Drôle d'oiseau, quand même. Ton frère et toi, dit-il, vous étiez de grands copains? Adrien et moi, pas tellement. On n'avait pas suivi la même route. Il était au barreau. Oui, bien sûr, c'est une autre existence que la nôtre. Un appartement à Londres, des soirées, des dîners, une vie qu'on gagne en faisant travailler sa langue. Drake pensait qu'Adrien devait en effet être un type bien différent de Thomas, le taciturne. Ta mère vit toujours? Demanda-t-il. Oui. Et tu as aussi une sœur, je crois. Non. Ah, je croyais, sur cet instantané pourtant. Ce n'est pas ma sœur, c'est une parente, une vague cousine, élevée avec nous parce qu'elle était orpheline. Drake remarqua que cette fois encore, un peu de rouge venait aux joues bronzées de son ami. Mariée? Demanda-t-il. Elle l'était. C'est elle qui avait épousé ce Neville Strange dont je t'ai parlé. Ah oui, le joueur de tennis. Oui, ils ont divorcé. Drake ne dit rien, mais sa conviction était faite. Royd n'allait en Angleterre que pour courir sa chance auprès de la vague cousine. Charitable, il parla d'autre chose. Tu as l'intention de pêcher ou de chasser? Pour commencer, je vais à la maison. Après, j'irai sans doute faire un peu de voile à la Salt Creek. Je connais un gentil coin, avec un délicieux petit hôtel à la mode d'autrefois. Le Balmoral, c'est là que je descendrai si je ne vais pas chez des amis à moi qui ont une maison là-bas. Sympathique tout ça. Oui, ce qui me plaît surtout, c'est que Salt Creek est un endroit tranquille. On ne s'y écrase pas. Pour ça, non, fit Drake. C'est un de ces trous où il ne se passe jamais rien. Convenez, dit le vieux Mr. Treves, que c'est véritablement très ennuyeux. Depuis 25 ans, je descends régulièrement à l'hôtel de la marine, à Lee Head, et voilà qu'ils se mettent à tout jeter bas sous prétexte de transformation. Ils ont découvert qu'il leur fallait agrandir la façade. C'est complètement idiot. Pourquoi ne laissent-ils pas les choses comme elles sont? Lee Head a un petit air vieillot qui fait tout son charme. Pourquoi vouloir le moderniser? J'imagine, dit Rufus Lord, qu'il y a là-bas d'autres hôtels. Sans doute, mais je n'irai probablement pas à Lee Head, à l'hôtel de la marine. Mrs. McKay avait compris exactement ce que je cherchais. J'étais chez moi. J'avais la même chambre chaque année. Les domestiques ne changeaient guère et la cuisine était excellente, pour ne pas dire parfaite. Pourquoi n'iriez-vous pas à Salt Creek? Il y a là-bas un hôtel à l'ancienne mode, le Balmoral, qui est tenu par des gens que je connais, les Rogers. Elle, c'est l'ancienne cuisinière du vieux Lord Monteith, qui avait la meilleure table de Londres. Elle a épousé son maître d'hôtel, et ils se sont établis là-bas. L'hôtel vous plairait, du calme, pas de jazz, un service bien fait et une cuisine de tout premier ordre. C'est une idée, une très bonne idée. Y a-t-il une terrasse couverte? Oui, il y a une grande véranda prolongée par une terrasse. Ombre ou soleil, on peut choisir. J'ai quelques amis dans la région, pour lesquels je vous donnerai des lettres d'introduction. La vieille Lady Tressilian habite à 2 pas. C'est une femme adorable, bien qu'elle soit maintenant complètement immobilisée. Est-ce que c'est la veuve du juge? Elle-même. J'ai connu Matthew Tressilian et je crois avoir rencontré sa femme. Une charmante personne, si je me souviens bien. Mais ça remonte loin. Salt Creek est bien près de Saint-Lô, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai beaucoup d'amis par là. Plus j'y pense et plus je trouve votre idée excellente. Je vais écrire pour demander des renseignements. J'aimerais arriver là-bas vers le 15 août et y rester jusqu'au 15 septembre. J'espère qu'il y a un garage et qu'ils ont de quoi loger mon chauffeur. Mais certainement. C'est que je dois faire attention. Mon cœur ne me permet plus les promenades où il faut monter et j'aimerais bien que ma chambre fût au rez-de-chaussée. Il est vrai qu'il y a sans doute un ascenseur. Il y a un ascenseur. J'ai l'impression, conclut Mr. Treves, que grâce à vous, le problème de mes vacances est résolu. Je serais ravi de renouer connaissance avec Lady Tressilian. Penché en avant, les coudes sur les genoux, Kay Strange, en short et le torse moulé dans un jersey canari, ne perdait pas un geste des joueurs. Le tournoi de Saint-Lô tirait à sa fin, et dans la demi-finale du simple messieurs, Neville se trouvait aux prises avec le jeune Merrick, que l'on considérait comme une des futures vedettes du tennis britannique. Merrick était incontestablement un brillant joueur.
Certaines de ses balles de service étaient impossibles à reprendre, mais il lui arrivait de commettre des fautes et l'expérience et l'habileté manœuvrière de son aîné paraissaient en fin de compte devoir l'emporter. Il jouait le dernier set et la marque donnait 3 jeux partout. Ted Latimer se glissa sur le siège voisin de celui de Kay et dit de sa voix traînante et gouailleuse: « Une épouse amoureuse regarde son mari en train de forcer la victoire. » Elle sursauta. « Vous m'avez fait peur, je ne savais pas que vous étiez là. Je suis toujours là. Vous devriez commencer à le savoir depuis le temps. » Ted, à qui ceux qui ne l'aimaient pas reprochaient d'avoir l'air d'un métèque, était un très bel homme de 25 ans. Son teint bronzé s'harmonisait avec ses cheveux d'un noir de jet et ses grands yeux sombres, au regard expressif. Doué d'une voix agréable et prenante, il savait en user pour charmer. Ils s'étaient dorés côte à côte au soleil de Juan Lepin. Ils avaient beaucoup dansé ensemble, ils dansaient de façon remarquable, beaucoup jouaient au tennis. Ils n'étaient pas seulement des amis mais des alliés. Le jeune Merrick servit. La balle fut magistralement retournée par Neville, qui la plaça dans l'angle extrême du court, où elle ne pouvait être reprise. « Neville a un très bon revers, dit Ted. Je l'aime mieux que son coup droit. Le revers, c'est justement le point faible de Merrick, et Neville le sait. Merrick va avoir l'occasion de s'en apercevoir. » On annonça 4 jeux à 3, Strange Man. Neville gagna le jeu suivant sur son service. Merrick s'énervait et jouait mal. Les choses marchent bien pour Neville, dit Latimer. Merrick, cependant, se reprenait. Il se montrait prudent et son jeu devenait plus varié. Il remonta à 5 jeux partout. Ce garçon-là a de la tête, observa Latimer, et son jeu de jambes est de premier ordre. Nous allons avoir une drôle de partie. Ils se retrouvèrent ensemble à 7 jeux partout, et Merrick prit finalement le meilleur, l'emportant par 9 jeux à 7. Neville s'avança au filet, serra la main de son heureux adversaire. Il avait un sourire un peu triste. « L'âge a parlé, dit Latimer. 19 ans contre 33. Mais je peux vous dire, Kay, pourquoi Neville n'a jamais été un grand champion. Il sait trop bien perdre. Vous dites des bêtises. Jamais de la vie. Neville est trop beau joueur. Jamais il ne se mettra en colère à l'idée qu'il va perdre un match. Naturellement non, ça ne se fait pas. Oh mais si, ça se fait. Nous en avons vu bien des exemples. Je connais de grandes raquettes qui sont des paquets de nerfs et qui savent tirer parti du moindre incident de jeu. Neville, lui, est toujours prêt à prendre le compte avec le sourire. Que le meilleur gagne et autres fariboles. C'est l'esprit sportif tel qu'on l'enseigne dans le collège. Il me fait hausser les épaules, je n'ai pas fait d'études, Dieu merci. Kay détourna la tête. C'est vilain l'envie. La rosserie aussi. Je voudrais bien. Voyez-vous que vous ne montriez pas si clairement que vous n'aimez pas Neville? Et pourquoi l'aimerais-je? Il m'a pris celle qui devait être ma femme. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Je sais, à nous deux, on n'avait pas 4 sous malgré ça. Taisez-vous, Ted. J'aimais Neville et je l'ai épousé. Et c'est un chic type, tout le monde s'accorde à le proclamer. Vous tenez absolument à me faire de la peine. Elle s'était retournée vers lui, elle lui sourit, il lui rendit son sourire et gentiment parla d'autre chose. Contente de vos vacances, Kay? Assez. Nous avons fait une croisière magnifique, mais je commence à en avoir par-dessus la tête des tournois de tennis. Il vous en reste encore pour 1 mois. Je sais. Mais en septembre, nous irons passer 15 jours à la Pointe-aux-Mouettes. À ce moment-là, je serai à l'hôtel d'Esterhead Bay. Ma chambre est retenue. Nous serons toute une collection là-bas. Neville, moi, son ex, et je ne sais quel planteur malais qui vient d'arriver en congé. Un curieux assortiment, en effet. Sans compter la cousine mal fagotée, la pauvre fille qui s'use le tempérament d'orloter la vieille dame, et qui n'en tirera aucun bénéfice, puisque c'est à Neville et à moi que la fortune doit revenir. Peut-être qu'elle n'en sait rien. Ça ne manquerait pas de piquant. Elle jouait avec une raquette qu'elle faisait tourner dans sa main et visiblement pensait à autre chose. Au bout d'un instant, d'une voix étrange et très bas, elle murmura. « Oh, Ted !» Il se pencha vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ?» Elle soupira. « Rien, seulement quelquefois quand je réfléchis, j'ai la frousse. J'ai peur et je me sens toute drôle. »« Ça ne vous ressemble guère ?»« Non, hein. » Elle le regarda, puis dit son sourire retrouvé. « De toute façon, vous serez à l'hôtel de Sterhead Bay. »« Ça, fit-il, vous pouvez y compter. » Kay se leva et alla retrouver Neville à la sortie du vestiaire des joueurs. « Je vois, dit-il, que notre petit ami est arrivé. »« Ted. »« Oui, le fidèle caniche. Je dis caniche, mais lézard serait plus juste. On voit que tu ne l'aimes pas. » Il haussa les épaules. « Oh, il ne me gêne pas.
si ça t'amuse de le faire marcher. Est-ce que tu serais jaloux? Il la regarda avec un étonnement sincère. De Latimer, tu plaisantes. Tu sais, fit-elle, qu'il passe pour être très séduisant. Mais il est séduisant. Il a le charme des Américains du Sud. Tu es jaloux? Il lui prit le bras doucement et dit, non, ma chérie, je ne suis pas jaloux. Tu peux avoir des amoureux transis et même t'offrir toute une cour d'adorateurs, je n'y vois aucun inconvénient. C'est à moi que tu appartiens, c'est l'essentiel. Tu es bien sûr de toi? Répondit-elle d'un petit ton pincé. C'est vrai, mais c'est parce que c'est le destin lui-même qui s'est occupé de nous. Il nous a mis en présence, et il s'est arrangé ensuite pour que nous nous retrouvions. Nous nous rencontrons à Cannes, je file sur Estoril, et quelle est la première personne que je vois là-bas? Kay, l'adorable Kay, en chair et en os. J'ai compris que le destin s'intéressait à nous, et que je ne lui échapperais pas. Ce n'était pas tout à fait le destin, c'était moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je dis, à Cannes, je t'avais entendu dire que tu allais à Estoril. Alors j'ai fait le siège de maman. Et c'est pour ça que la première personne que tu as rencontrée là-bas, c'était moi. Il la regardait un moment, silencieux. Inconsciente, elle souriait. Tu ne m'avais jamais dit ça, fit-il lentement. Il valait mieux garder ça pour moi. Ça pouvait te donner une trop haute opinion de toi-même. Mais j'ai toujours été très forte pour tirer des plans. Les choses n'arrivent que si l'on s'arrange pour qu'elles arrivent. Tu m'appelles quelquefois ta petite cinglée, mais je ne suis pas si folle que ça. Je sais provoquer les événements et je suis capable de les préparer de très loin. Un puissant cerveau, en somme. Il est facile de se moquer. Je ne me moque pas, dit Neville avec une soudaine amertume. Je suis simplement en train de découvrir la femme que j'ai épousée. Ça s'écrit destin, et ça se prononce Kay. Elle leva les yeux vers lui. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas, Neville? D'une voix lointaine, il répondit. Mais non, Kay, pourquoi veux-tu que je sois fâché? Lord Cornely, le richissime, l'excentrique Lord Cornely, était assis derrière le bureau monumental qui, depuis des années, faisait son orgueil quotidien et sa joie. Ce meuble de dimension extraordinaire, on l'avait fait sur ses indications. Il lui avait coûté fort cher et toute la décoration de la pièce n'existait que pour le mettre en valeur. L'effet était grandiose, un peu gâché toutefois par l'inévitable présence de Lord Cornely, un petit homme tout rond, insignifiant et banal, qui derrière ce bureau monstrueux semblait réduit aux proportions d'un nain. Une élégante secrétaire, dont la blondeur était en parfaite harmonie avec le luxe ambiant, glissa silencieusement sur le parquet ciré et vint poser devant Lord Cornely une feuille de papier sur laquelle son regard s'abaissa. « McWhirter, dit-il, McWhirter. Connais pas. Jamais entendu parler de lui. Il a un rendez-vous ?» Sur la réponse affirmative de la blonde secrétaire, il réfléchit de nouveau. Et la lumière se fut. « McWhirter, mais bien sûr, McWhirter. Envoyez-le-moi tout de suite. » Un petit rire le secouait, qui ressemblait à un gloussement. Il se sentit d'excellente humeur. Il se renversa dans son fauteuil et considéra longuement l'homme qui l'avait convoqué. Ainsi fit-il, « Vous êtes McWhirter, Angus McWhirter. »« Angus McWhirter, oui, monsieur. » La voix était un peu sèche. L'homme se tenait debout, bien droit, son visage était sévère. « C'est bien vous qui travaillez avec Herbert Clay ?»« Oui, monsieur. » Lord Cornely se mit à rire. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, dit-il ensuite. Clay s'est vu retirer son permis de conduire simplement parce que vous n'avez pas voulu dire, comme lui, et jurer qu'il ne marchait pas à plus de 30 à l'heure. Il nous a raconté ça au grill du Savoy. Il en était vert. Tout ça, répétait-il, à cause de cette sale tête de cochon. Il en bégayait. Alors savez-vous ce que je me suis dit? Je n'ai pas la moindre idée. Le temps était un peu froid, mais Lord Cornely, qui savourait ses souvenirs, n'y prit point garde. Je me suis dit, reprit-il, que vous étiez exactement le genre de type avec qui je pourrais m'entendre. Un homme qu'on ne pourrait pas soudoyer, à qui on ne peut pas faire dire de mensonges. C'est moins courant qu'on ne pense. Notez que moi je ne vous demanderai pas de mentir, mes affaires n'exigent pas ça. Non, seulement j'ai besoin de gens qui soient vraiment honnêtes, et il n'y en a pas tellement. Il se mit à rire et 1000 petites rides s'inscrivaient sur son visage simiesque. Impassible. McWhirter attendait. Brusquement, Lord Cornely cessa de rire. « Si vous voulez un emploi, McWhirter, dit-il, j'en ai un pour vous. » Ça m'arrangerait. Il s'agit d'un poste important que je ne puis confier qu'à un homme qui a des références.
Les vôtres me suffisent et je m'en suis inquiété, et surtout un homme en qui je puisse avoir la plus absolue confiance. » Il se tut. McWhirter restait muet. Alors reprit Lord Cornely. « Puis-je réellement avoir confiance en vous? »« Ce n'est pas parce que je vous aurais dit oui, fit McWhirter, que vous serez renseigné là-dessus. » La réponse parut enchanter Lord Cornely. « Parfait, s'écria-t-il. Vous êtes bien l'homme que je cherche. Asseyez-vous. Connaissez-vous l'Amérique du Sud? » Longuement. Il expliqua à McWhirter ce qu'il attendait de lui. Une demi-heure plus tard, l'Écossais se retrouvait dans la rue, titulaire d'un emploi intéressant, extrêmement bien payé et plein d'avenir. Le destin, après lui avoir fait grise mine, se décidait à lui sourire. Il en éprouvait une certaine satisfaction, mais il ne pouvait dire que la chose le transportait d'allégresse. Ce qui l'amusait, parce qu'il avait le sens de l'humour, c'était de devoir le poste qu'il allait occuper en manifestation de mauvaise humeur de son ancien patron. Pour le reste, il reconnaissait qu'il avait de la chance, mais il n'avait même pas envie de s'en réjouir. Puisqu'il fallait vivre, il vivait, mais il ne fallait pas lui demander d'y prendre plaisir. 7 mois plus tôt, il avait essayé de mettre fin à ses jours. Le sort avait voulu qu'il se ratât. Il ne lui en était pas autrement reconnaissant. Certes, il n'essaierait plus de mourir, de cela il n'était plus question. Une tentative de suicide exige une certaine somme de misère, de désespoir et de passion. On ne se tue pas simplement parce qu'on considère que la vie est une suite d'événements dépourvus d'intérêt. Il acceptait de vivre, mais il ne fallait pas attendre de lui de l'enthousiasme. Il était assez content que son nouvel emploi dût l'éloigner de l'Angleterre. Fin septembre, il s'embarquerait pour l'Amérique du Sud. D'ici là, il ne manquerait pas d'occupation. Il lui faudrait dans les semaines à venir s'équiper, faire des achats nombreux, se familiariser aussi avec certains aspects assez compliqués des affaires de Lord Cornely. Il n'aurait guère, avant de quitter l'Angleterre, que 8 jours de loisirs. Qu'en ferait-il? Les passerait-il à Londres ou à la campagne? Une idée peu à peu s'imposait à son esprit. Salt Creek. Plus il y songeait, plus il avait envie de retourner à Salt Creek. Il lui semblait que maintenant ce serait un pèlerinage amusant. L'inspecteur-chef Battle était dégoûté, ni plus ni moins. Et voilà, conclut-il, au total pour mes vacances, j'ai le bonjour. Mrs. Battle était navrée, mais étant depuis de longues années la femme d'un officier de police, elle prenait sa déception avec une certaine philosophie. Puisqu'on n'y peut rien, fit-elle, résignons-nous. J'espère qu'il s'agit d'une affaire intéressante. Même pas. Elle a mis le Foreign Office sur les dents, mais ça ne prouve rien. Tu les connais, ce sont de beaux messieurs, grands, minces et distingués, qui n'ont jamais une minute et qui déplacent de l'air. Pour le reste, zéro. J'ai l'idée que je tirerai ça au clair en moins de 2 et que j'arriverai à leur sauver la face. Seulement, je connais ce genre d'enquête et celle-ci ne sera certainement pas de celle que je raconterai si j'avais la folle envie d'écrire mes mémoires. Nous pourrions retarder nos vacances, proposa timidement Mrs. Battle. Il n'en est pas question. Tu iras à Burlington avec les petites, comme convenu. Les chambres sont retenues depuis le mois de mars. On ne va pas les décommander. Maintenant, quant à moi, j'irai y passer 8 jours avec Jim quand tout sera réglé. Jim était l'inspecteur Jim Leach, le neveu de Battle. D'ailleurs, poursuivit-il, Saltington est tout près d'Esterhead Bay et de Salt Creek. Je m'arrangerai pour aller faire une pleine eau de temps en temps. Mrs. Battle semblait sceptique. Tel que je vous connais tous les deux, dit-elle, il est plus probable qu'il te demandera de lui donner un coup de main s'il a une affaire en train. Avec ça qu'ils en ont, à cette époque de l'année, ils sont obligés pour faire quelque chose de s'occuper des dames qui volent des bas de soie dans les grands magasins. Et d'ailleurs, Jim se débrouille très bien tout seul, et il n'a besoin de personne pour penser à sa place. Mrs. Battle soupira. Espérant que tout se passera comme tu le souhaites, mais c'est bien ennuyeux quand même. Que veux-tu? Dit Battle. Ce sont des coups durs qui nous sont envoyés pour nous éprouver.